Tout le monde dans la ville savait que croiser Vincent Corso revenait à signer son arrêt de mort. Mais embarrasser sa fiancée, Vanessa Gentry, était considéré comme un sort bien pire encore. Elle ne se contentait pas de ruiner des carrières. Elle détruisait des vies pour le plaisir, traitant les employés de services haut de gamme de la ville comme des insectes sous ses talons de créature. Mais un mardi pluvieux, à la Vault, le restaurant le plus exclusif de Manhattan, la terreur du monde souterrain a commis une erreur fatale. Elle pensait qu'elle ne faisait qu'intimider une serveuse sans défense. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle cherchait querelle à la seule femme dans la salle qui savait exactement comment détruire sa façade sans lever le petit doigt. Voici l'histoire de la reine intouchable de la mafia qui a été détrônée par un menu. L'atmosphère à l'intérieur de l'Azure Vault n'était pas tant paisible que tendue. C'était le genre de silence qui coûtait cher, plus précisément 300 $ par assiette. Les murs étaient un recouvert de velours froissé. Les lustres étaient en cristal importé d'Autriche, et l'air sentait le canard rôti et la peur. Maya ajusta le col de son uniforme blanc amidonné, les yeux rivés sur le sol. Elle travaillait à l'Azure Vault depuis 6 mois. Pour la direction, elle était une employée exemplaire, invisible, efficace et parlant couramment 3 langues. Pour les clients, elle était une non-entité, une paire de mains flottantes qui servaient le vin et enlevaient les miettes. C'était exactement comme ça que Maya aimait les choses. La table 4 se libère, murmura son manager, un homme nerveux nommé Arthur, qui transpirait abondamment même dans la salle à manger climatisée. C'est eux, le groupe Corso. Myers sentit une vague de tension parcourir le personnel. Le groupe Corso, c'était Vincent Corso, l'homme qui dirigeait de facto les voies maritimes de la côte Est, et Vanessa Gentry, la mondaine qu'il s'apprêtait à épouser dans le cadre d'une fusion d'empires criminels. « Je m'en charge, » dit Maya calmement. Arthur la regarda avec de grands yeux. « Tu es sûr? » Sarah est rentrée chez elle en pleurant la dernière fois. Vanessa lui a jeté son espresso à la figure parce que la mousse n'était pas symétrique. « Je suis sûr, » répondit Maya, le visage impassible. « Je peux gérer les personnes exigeantes. » Elle se dirigea vers la table 4, la meilleure place dans le coin, isolée par des sièges en cuir à haut dossier, mais suffisamment visible pour que les occupants puissent être admirés par le reste de la salle. L'entourage arriva dans un flot de manteaux de laine noire et un nuage de parfums coûteux. Vincent Corso s'assit le premier. C'était un homme aux traits anguleux et à l'immobilité terrifiante, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que le loyer annuel de Mir. Il ne regarda pas le menu. Il regarda la porte, évaluant les menaces. Puis Vanessa Gentry se glissa à côté de lui. Elle était indéniablement belle, avec ses cheveux de jais et ses lèvres peintes d'un rouge violent. Mais sa beauté était acérée, comme un diamant prêt à couper le verre. Elle laissa tomber sa pochette, un modèle en peau d'alligator en édition limitée, sur la table avec un bruit sourd, sans se soucier de la délicate décoration de la table. « Cet éclairage est atroce, » déclara Vanessa d'une voix suffisamment forte pour mettre mal à l'aise les tables voisines. « Arthur, pourquoi ai-je l'air d'un cadavre dans ce reflet? » Maya s'avança avant qu'Arthur ne puisse hyperventiler. « Bonsoir, Monsieur Corso, Mademoiselle Gentry. Bienvenue à l'Azure Vault. Nous avons réglé le variateur pour créer une ambiance plus intime, mais je serais ravi d'apporter une bougie supplémentaire si vous préférez plus de luminosité. » Vanessa releva brusquement la tête, plissant les yeux en regardant Maya de haut en bas. Elle cherchait un défaut, un fil qui dépassait, une trace de rouge à lèvres, un tremblement de la main. N'en trouvant aucun, elle ricana. « Je ne veux pas de bougie, je veux de la compétence, » cracha Vanessa. « Apportez-moi de l'eau gazeuse, et si elle n'est pas à exactement 40 degrés, je la verse sur vos chaussures. » Vincent ne dit rien. Il se contenta d'observer Ma. La plupart des serveuses auraient reculé. Mia se contenta d'acquiescer, un sourire poli effleurant son visage. « Bien sûr, Mademoiselle Gentry, immédiatement. » Alors que Mia s'éloignait, elle entendit le rire strident de Vanessa. « Où trouve-t-il ces gens d'hommes? Ça sent l'eau de Javel chaque fois qu'elle passe. » L'expression de Maya ne changea pas, mais son esprit tournait à toute vitesse. Elle savait qui était Vanessa Gentry. Pas seulement la fiancée d'un parrain de la mafia, mais une fraude. Maya avait une mémoire pour les détails, les noms, les visages et les scandales qui avaient été enterrés par l'argent.
Elle se souvenait d'un visage vu dans un journal mondain il y a 5 ans, d'un scandale en Europe impliquant des contrefaçons d'œuvres d'art et un changement de nom frénétique. Ce soir, il ne s'agissait pas seulement de servir le dîner. Il s'agissait de patience. Les entrées avaient été débarrassées et la tension à la table 4 n'avait fait que monter. Vanessa avait déjà renvoyé la bisque de Omar, prétextant qu'elle avait un goût métallique, et avait exigé que le chef vienne s'excuser en personne. Vincent avait l'air ennuyé, faisant tourner un verre de whisky, apparemment habitué aux simagrées de sa fiancée. Maya revint avec le plat principal, un steak de bœuf wagyu pour Vincent et un délicat risotto aux truffes pour Vanessa. Elle posa les assiettes avec une précision chirurgicale. Attendez, aboya Vanessa. Maya se figea. Quelque chose ne va pas, Mala Gentry? Vanessa pointa un doigt manucuré vers le risotto. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le risotto aux truffes blanches que vous avez commandé. Les truffes ont été acheminées par avion ce matin depuis Alba. Je sais ce qu'est une truffe, idiote, siffla Vanessa en attrapant son verre de vin. Je parle du riz. Ce n'est pas du Boréo. Il a l'air pâteux. Il a l'air bon marché. Le restaurant devint silencieux. Les clients voisins, dont un sénateur et un magnat de la technologie, cessèrent de manger pour observer le spectacle. C'était le jeu préféré de Vanessa. Humiliée publiquement pour affirmer sa domination. Si elle parvenait à intimider le personnel, elle prouvait qu'elle était la reine de la salle. Je vous assure que c'est du riz carnerie, vieilli pendant 2 ans, dit Maya calmement. Il est largement considéré comme supérieur à l'arborio pour le maintien de sa texture. Vanessa rougit. Elle n'avait pas l'habitude d'être corrigée. Elle se leva, dominant Maya de toute sa hauteur, le lourd pendentif en diamant de son collier captant la lumière. Vous me répondez? Vanessa éleva la voix. Savez-vous qui je suis? Ma famille possède des vignobles et des restaurants en Toscane depuis les années 1800. Je pense que je m'y connais mieux en riz qu'une servante qui mange probablement des plats préparés au micro-ondes. Vincent se tortilla sur sa chaise. Vanessa, assieds-toi. Tu fais une scène. Non, Dom, c'est une question de qualité. Vanessa reporta sa colère sur Maya. Tu te crois intelligente? Tu penses pouvoir me mépriser? Tu n'es rien. Tu n'es qu'une serveuse. Elle attrapa son assiette de risotto et la poussa vers le bord de la table. Emporte-la et apporte-moi la carte des vins. La vraie carte, pas celle que vous montrez aux touristes. Je veux le Roman Conti 1999. Maya ne broncha pas lorsque l'assiette glissa dangereusement vers le bord. Elle tendit calmement la main et la stabilisa. Je peux certainement vous appeler le sommelier, mademoiselle Gentry, dit Maya, sa voix baissant d'une octave, devenant plus froide, plus aiguë. Cependant, le Roman Conti 1999 est actuellement en rupture de stock. Menteuse, s'écria Vanessa. Je l'ai vu dans l'inventaire en ligne. Nous avons bu la dernière bouteille il y a 2 nuits. Maya mentit sans effort. Cependant, puis-je vous suggérer d'éviter ce millésime de toute façon? Vanessa rit, d'un rire cruel et aboyant. Oh, et pourquoi une serveuse me suggérerait-elle d'éviter une bouteille de vin à 20 000 $? Éclairez-nous de votre vaste savoir. Elle regarda autour d'elle, invitant les autres convives à se joindre à sa moquerie. Allez, dites-nous, pourquoi ne devrais-je pas boire le Ramen Conte? Vincent leva les yeux, ses yeux sombres fixés sur Maya. Il sentit un changement. La soumission avait disparu de la posture de la serveuse. Elle se tenait plus droite. Ses mains étaient jointes derrière son dos, non pas en signe de servitude, mais dans la posture d'un soldat au repos. Maya regarda Vanessa droit dans les yeux. Parce que, dit Maya d'une voix claire qui résonna dans la salle silencieuse, quelqu'un avec votre expérience saurait que le millésime 99 était notoirement irrégulier en raison des tempêtes de grêle qui avaient frappé la Bourgogne en août. Mais surtout, mademoiselle Gentry, vous ne le commanderiez pas parce que vous ne pourriez pas le déguster. Vanessa ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Excusez-moi, balbutia Vanessa. L'huile de truffe que vous avez insisté pour que le chef ajoute à votre entrée contre son avis recouvre le palais, continua Maya en s'approchant. Elle engourdit les papilles gustatives et empêche de percevoir les notes subtiles d'un pinot noir. Commander un Roman Count maintenant reviendrait à acheter un Monin et à le regarder à travers des lunettes de soleil. C'est de l'argent gaspillé. Et pour une femme qui prétend que sa famille possède des vignobles depuis les années 1800, vous devriez savoir que cette règle est enseignée dès la première semaine de formation de sommelier. Le silence dans le restaurant était assourdissant.
Quelqu'un au fond de la salle étouffa un tout-sautement. Vanessa devint violette. Elle avait été prise en flagrant délit de prétention, exposée comme une nouvelle riche son goût, petite insolente. Vanessa leva la main, prête à gifler Ma. Vanessa. La voix de Vincent claqua comme un coup de fouet. Assieds-toi. Mais Vanessa était déjà trop loin. Non, je veux qu'elle soit renvoyée. Je veux qu'elle se retrouve à la rue. Elle m'a insulté. Elle se tourna vers Maya, avec un rictus. Tu es jalouse. C'est ça. Tu vois ça? Elle attrapa le lourd pendentif en diamant autour de son cou. Ce collier vaut plus que toute ta vie. C'est un héritage familial, un héritage royal. Tu ne peux même pas rêver d'une telle classe. Maya regarda le collier. Elle ne semblait pas impressionnée. Elle semblait amusée. Un héritage familial, demanda Maya, des années 1920. Vanessa mentit avec aisance, retrouvant sa confiance. Un cadeau d'un duc à mon arrière-grand-mère. Maya pencha la tête. C'est fascinant. C'est de l'histoire, se réjouit Vanessa. C'est impossible, dit Maya. L'air dans la voûte azur semblait se figer. Même le personnel de cuisine avait cessé de travailler et regardait à travers les fenêtres des portes battantes. Qu'avez-vous dit? Murmura Vanessa. Dangereux et vulgaire. Maya fit un geste gracieux vers le collier. J'ai dit que c'était impossible, mademoiselle Gentry. Vous prétendez que cette pièce date des années 1620. Une histoire brillante. Cependant, le style de sertissage, en particulier le pavé en arlot autour de la pierre centrale, n'a été popularisé en Europe qu'à la fin des années 1990. De plus, sous cet éclairage, Maya a fouillé dans la poche de son tablier. Tout le monde s'attendait à voir un stylo ou un briquet. Au lieu de cela, elle en a sorti une petite lampe torche UV puissante qu'elle utilisait pour vérifier des pièces d'identité. Avant que quiconque puisse l'en empêcher, elle l'a allumée et l'a dirigée directement sur le pendentif en diamant. La pierre brillait d'un bleu laiteux terne. Les vrais diamants de cette clarté ne brillent pas ainsi sous la lumière UV, déclara Mia, d'une voix qui ressemblait à celle d'un juge prononçant un verdict. La moissite, cependant, une pierre synthétique, brille ainsi. Elle éteignit la lampe et la remit dans sa poche. Ce n'est pas un héritage familial d'un duc, dit Maya, d'une voix dénuée de moquerie, juste brutale et froide. C'est une réplique haut de gamme, probablement achetée dans le quartier des diamantaires, ou peut-être lors d'une vente aux enchères de biens saisis. Elle vaut peut-être 2000 $, pas des millions. Un murmure parcourut la salle à manger. Vanessa Gentry, la femme qui terrorisait Manhattan avec sa richesse et son statut, portait un faux, et elle venait d'être démasquée par une serveuse devant l'homme le plus dangereux de la ville. La main de Vanessa se posa sur son cou, couvrant la pierre. « Vous mentez. Vous l'avez remplacé. Vous êtes un voleur. » Vincent Corso se leva. Le bruit de sa chaise raclant le sol était violent. Il regarda Vanessa. Son expression n'était pas celle de la colère. C'était celle de la déception. Et pour un homme comme Vincent, la déception était souvent le signe avant-coureur d'une disparition. « Vanessa, dit Vincent calmement, est-ce vrai? Dame, chérie, elle ment. Ce n'est qu'une servante jalouse, supplia Vanessa, les larmes aux yeux, des larmes de panique, pas de tristesse. Regarde-la. Qui est-elle pour s'y connaître en bijoux? Vincent tourna son regard vers Maya. Il la regarda avec un regard neuf. Il vit sa posture, son absence de peur, ses connaissances précises. « Qui êtes-vous? » demanda Vincent Vaughn. « Parce que vous n'êtes pas seulement une serveuse. » Maya soutint son regard. Elle ne recula pas. « Je m'appelle Maya et je suis ici pour travailler. Souhaitez-vous voir la carte des desserts, Monsieur Corso, ou dois-je vous apporter l'addition? » Vincent la fixa longuement, dans un moment angoissant. Puis, pour la première fois depuis des années, le coin de sa bouche se releva. « Apportez la carte des desserts, » dit-il. Il se rassit, laissant Vanessa debout, humiliée et exposée, serrant ses faux diamants. « Et apportez une autre chaise. Vous vous joignez à nous. » Vanessa eut le souffle coupé. « Dame, vous n'êtes pas sérieux. »« Asseyez-vous, Vanessa, » dit Vincent d'une voix glaciale. « Ou partez. Peu m'importe. Mais cette dame s'y connaît en pierres précieuses. Je veux savoir ce qu'elle sait d'autre. » Maya hésita. C'était le rebondissement. C'était le moment où le scénario basculait. Elle n'était plus seulement spectatrice. Elle était désormais actrice. « Je ne peux pas m'asseoir, monsieur. Je suis en service, » répondit Maya. « Par le restaurant, »
dit Vincent à son garde du corps, qui se tenait dans l'ombre. Faites-lui une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Elle ne sera alors plus une employée. Le garde du corps acquiesça et sortit son téléphone. Maya soupira, un petit sourire sincère effleurant ses lèvres. « Ce ne sera pas nécessaire, Monsieur Corso. Mon service se termine dans 5 minutes. » Alors que Vanessa s'enfonçait dans sa chaise, vaincue et recroquevillée sur elle-même, Maya savait que le véritable danger ne faisait que commencer. Elle avait humilié le fiancé. Maman était un homme fiancé, mais elle avait intrigué le patron. Et dans le monde de Maya, celui qu'elle avait quitté il y a des années, attirer l'attention d'un homme comme Vincent Corso était dangereux. Car Maya n'était pas seulement une étudiante en œnologie et en joaillerie, elle était la fille promise de la famille criminelle Shrano, ennemie jurée du clan Corso. Elle se cachait au grand jour depuis 3 ans, et ce soir, elle venait de révéler sa couverture. Le passage de la somptueuse salle à manger de la cave azur au vestiaire du personnel était brutal. Le velours et le cristal avaient laissé place à des néons vacillants et à une odeur de désinfectant rassis. Maya s'appuya contre une rangée de casiers métalliques gris, le souffle court et saccadé. Ses mains, qui avaient été assez fermes pour verser du vin et démasquer une fraude quelques instants auparavant, tremblaient désormais. Elle était allée trop loin. Dans le feu de l'action, l'envie de faire taire Vanessa Gentry avait été irrésistible. C'était un réflexe né de son éducation. Dans la famille Asrano, la faiblesse était punie et la stupidité éradiquée. Vanessa était les deux à la fois. Mais en humiliant la fiancée de Vincent Corso, Maya s'était mise une cible dans le dos. « Maya !» Elle sursauta. Arthur, le directeur, se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Il tenait une enveloppe dans ses mains. « Vous n'êtes pas licencié, » dit Arthur d'une voix tremblante. « Mais M. Corso vous a laissé ceci. Il a dit, « Si vous ne l'ouvrez pas, il reviendra pour l'ouvrir à votre place. » Maya prit la lourde enveloppe crème. Elle était scellée à la cire, une touche archaïque et dramatique qui était tout à fait Vincent. Elle brisa le sceau. À l'intérieur se trouvait une simple carte avec un numéro de téléphone et un court message manuscrit. « Le service est terminé. Le jeu, lui, continue. »« Sont-ils partis ?» demanda Maya en froissant le mot. « Mademoiselle Gentry est partie, » murmura Arthur en essuyant la sueur de son front. Elle criait. Elle a donné un coup de bépée au voiturier. Elle a dit qu'elle allait nous poursuivre en justice, vous poursuivre en justice et brûler le bâtiment. Monsieur Corso, il n'est pas parti avec elle. Sa voiture tourne au ralenti à la sortie arrière. Maya jura entre ses dents en italien. Une erreur qu'elle regretta aussitôt. Un meurtre. Elle se dépêcha de quitter son uniforme et enfila un jean usé, un sweat à capuche noire épais et des bottes militaires. Elle attacha ses cheveux noirs en arrière, essayant de se différencier autant que possible de la serveuse élégante de la salle à manger. Elle ne prit pas la sortie arrière. C'était un piège. Vincent Corso était un prédateur. Il surveillerait les sorties. Elle se dirigea vers le quai de chargement de la cuisine, avec l'intention de se faufiler par la baie de livraison. Il pleuvait fort dehors, une averse torrentielle typique de New York qui brouillait les lumières de la ville entraînées de néons. Maya poussa la lourde porte en acier et sortit dans la ruelle. La pluie la trempa instantanément. Elle garda la tête baissée, marchant d'un pas vif vers la rue, ses sens en alerte, le bruit de la pluie masquant ses pas, ce qui en faisait le temps idéal pour une embuscade. Elle fit 10 pas avant qu'un SUV noir ne sorte de derrière une benne à ordures, lui bloquant le passage. La vitre s'abaissa. Ce n'était pas Vincent. C'était le garde du corps qui se tenait dans l'ombre un peu plus tôt. Un homme imposant, avec une cicatrice qui lui barrait le sourcil. « Monsieur Corso insiste pour vous raccompagner, » dit l'homme. Sa voix était grave. « Je préfère le métro. » Maya cria pour couvrir le bruit de la pluie. « Le métro n'est pas sûr ce soir. » Une voix venait de la banquette arrière. La porte arrière s'ouvrit dans un clic. Vincent était assis là, éclairé par la douce lumière bleue de l'intérieur de la voiture. Il avait l'air détendu, dangereux et complètement déplacé dans cette ruelle sale, surtout pour une femme qui venait de se faire un ennemi de la famille Gentry. Vanessa est mesquine, Maya. Elle n'a pas de pouvoir, mais elle a de l'argent, et elle connaît des gens qui cassent des jambes pour le prix d'un sac à main. Maya se tenait sous la pluie, de l'eau coulant de son nez. Elle pesa le pour et le contre. Courir. Il l'attraperait. Se battre contre 3 hommes armés.
Peu probable. Elle monta dans la voiture. L'intérieur était chaud et sentait le cuir et le scotch cher. La porte se referma, isolant l'habitacle du bruit de la pluie. Le silence envahit l'espace. Vincent tapota la cloison et le chauffeur démarra en douceur. « Vous êtes trempé », fit remarquer Vincent. Il lui tendit un mouchoir. Il était en soie et monogrammé. « Je vais sécher », dit Maya, ignorant le mouchoir. « Où m'emmenez-vous » ? « Pour obtenir des réponses », répondit Vincent. Il se tourna vers elle. De près, ses yeux étaient d'un brun clair perçant, intelligent et scrutateur. « Vous parlez couramment 3 langues, l'anglais, le français, et je vous ai entendu murmurer en italien tout à l'heure. Vous connaissez des millésimes qui ne sont plus commercialisés depuis des décennies. Vous savez reconnaître les pierres synthétiques sous l'éclairage d'un restaurant, et vous vous tenez comme si vous attendiez un combat, pas une commande. » Il se pencha vers elle. « Tu es surqualifié pour le service en salle, Maya. Qui t'a envoyé? Les Russes? Les triades? » Maya eut un petit rire sec. « Tu penses que je suis une assassin? Je pense que tu es une espionne, » corrigea Vincent. « Et tu as très mal réussi à rester sous couverture ce soir. Tu n'as pas pu résister à l'envie de te montrer supérieur. Elle a insulté le chef, dit Maya sur la défensive. Et le vin. Je suis fier de mon travail. »« Foutaise, dit Vincent doucement. Tu étais fier de la détruire. J'ai vu tes yeux. Tu as pris plaisir à le faire. C'était chirurgical. » Il marqua une pause, le regard posé sur ses mains. « Montre-moi tes paumes. »« Quoi? Montre-moi. » À contre-cœur, Maya retourna ses mains. Vincent les inspecta. Elles étaient rugueuses, cailleuses, non pas à cause du transport des assiettes, mais à cause d'années d'entraînement. Il suivit du doigt une légère cicatrice blanche sur sa jointure. Une fracture de boxeur, nota-t-il, une vieille blessure. Et là, il toucha l'intérieur de son poignet. Une brûlure, on dirait une brûlure, causée par l'éjection d'une douille. Vous avez manipulé des armes à feu. Il lâcha sa main et se rassit. Un air de satisfaction sinistre se dessina sur son visage. Alors, Maya, nous allons à mon appartement. Nous allons prendre un verre et vous allez me dire exactement qui vous êtes. Parce que si vous aviez été envoyé pour me tuer, vous l'auriez fait quand je vous ai tendu le couteau à steak. Je n'ai pas été envoyé pour vous tuer, dit Maya d'une voix calme. Je me cachais de gens comme vous. Vincent haussa un sourcil. Des gens comme moi. Il n'y a pas de gens comme moi. Je suis unique en mon genre. Tu es un mafieux, Vincent, dit-elle en utilisant son prénom pour la première fois. Tu es à la tête du syndicat du crime Corso. Tu contrôles les docks, les syndicats et la moitié des politiciens de cette ville. Je sais exactement qui tu es, et tu n'as pas peur. Maya regarda par la fenêtre la ville qui défilait. J'ai vu pire. La voiture ralentit à l'approche d'un gratte-ciel sur Park Avenue. La tour était une forteresse de verre et d'acier. Alors qu'ils entraient dans le garage souterrain privé, Maya sentit son estomac se nouer. Elle s'apprêtait à entrer volontairement dans la tanière du lion. Mais lorsqu'ils sortirent de l'ascenseur pour entrer dans son penthouse, la réalité de sa situation changea à nouveau. Le penthouse était spacieux, avec des baies vitrées donnant sur Manhattan. Il était magnifique, mais froid, vide. « Un verre ?» demanda Vincent en se dirigeant vers un bar mieux approvisionné que le restaurant qu'il venait de quitter. « De l'eau ?» répondit Maya. Elle resta debout près de la porte. Vincent se servit un whisky et lui versa un verre d'eau. Il s'approcha et le lui tendit. « Vanessa est partie, dit soudain Vincent. Je suppose qu'elle est rentrée chez elle. Je veux dire, elle est sortie de ma vie. J'ai rompu nos fiançailles dans la voiture. » Il but une gorgée de son verre. Je savais qu'elle était superficielle. Je savais qu'elle était cupide. Mais je ne peux pas tolérer les faux-semblants dans mon univers. L'authenticité est la seule chose qui compte. Si vous mentez à propos d'un diamant, vous mentirez à propos d'une écoute téléphonique. Il regarda Maya intensément. Vous m'avez évité une erreur très coûteuse. L'épouser m'aurait fait passer pour quelqu'un de faible. Un patron avec une femme stupide est un patron vulnérable. De rien, dit Maya d'un ton sec. Mais maintenant, j'ai un problème, continua Vincent. Tu l'as humiliée. Vanessa est rancunière. Elle ne laissera pas passer ça. Elle essaiera de te faire du mal pour se venger de l'aide qui l'a embarrassée. Je peux me débrouiller toute seule, vraiment. Vincent s'approcha, envahissant son espace personnel. Contre un voyou de rue, peut-être. Mais Vanessa a appelé son cousin toute la nuit. Sais-tu pour qui travaille son cousin? Maya se figea. Elle savait exactement à qui la famille de Vanessa était liée.
C'était un des associés de bas niveau de la famille que Maya craignait le plus, les Shrano. Vincent murmura ce nom comme une malédiction. Son cousin est un soldat de Victor Shrano, le boucher de Brooklyn. Maya retint son souffle. Le nom de son père flottait dans l'air comme une fumée toxique. Si Vanessa lâche les Shrano sur toi, dit Vincent, ils ne se contenteront pas de te tabasser. Ils te tortureront. Ils découvriront tout sur toi. Et si tu as des secrets, Victor Shrano adore les secrets. Vincent observa attentivement sa réaction. Il vit le sang se retirer de son visage. Il vit le micro-tremblement de sa mâchoire. « Tu le connais », affirma Vincent. « Ce n'était pas une question. Tu as réagi à ce nom. » Maya posa le verre d'eau sur une table d'appoint. Sa main tremblait visiblement à présent. « Tout le monde connaît Victor Shrano. »« Pas comme ça », rétorqua Vincent. « C'était de la peur personnelle. » Il tourna autour d'elle comme un requin. « Qui êtes-vous, Maya? Vous avez suivi un entraînement au combat. Vous connaissez la haute société. Vous avez peur des Shrano. » Il n'y a qu'une seule explication. Il s'arrêta devant elle, les yeux écarquillés alors qu'il comprenait. « Il y a 5 ans, murmura Vincent, en rassemblant les pièces du puzzle. La fille de Victor Shrano avait disparu. Ce fut un énorme scandale dans le milieu. Il affirmait qu'elle avait été kidnappée par des rivaux. Il avait tout fouillé pour la retrouver, mais elle n'avait jamais été retrouvée. La rumeur disait qu'elle s'était enfuie. Maya regarda le sol, le cœur battant à tout rompre. Elle s'appelait Marangela, dit Vincent. Maya. Il tendit la main et lui releva le menton, la forçant à le regarder. « Bonjour, Marangela. Bienvenue dans la maison du plus grand ennemi de ta famille. » Le silence dans le penthouse était absolu. La pluie fouettait la vitre, mais à l'intérieur, l'air était chargé d'une révélation mortelle. Maya retira son menton de sa main et recula, adoptant instantanément une posture défensive. « Ne m'appelle pas comme ça, » siffla-t-elle. « Marangela est morte. Elle est morte la nuit où elle a quitté cette maison. » Vincent n'attaqua pas. Il n'appela pas ses gardes. Il se contenta de s'appuyer contre la lourde table en chêne, croisant les bras, le regard fasciné. « C'est donc vrai, songea-t-il. La princesse perdue de l'Empire Shrano sert du risotto dans mon restaurant préféré. As-tu la moindre idée de la valeur de ta tête? Si j'appelais ton père maintenant, il me donnerait la moitié de la ville juste pour te récupérer. Si tu l'appelles, dit Maya d'une voix basse et meurtrière, je te tuerai avant que tu ne raccroches le téléphone. Je ne suis pas une monnaie d'échange, Vincent. Pourquoi t'es-tu enfui? Demanda Vincent, ignorant sa menace. Tu avais tout. L'argent, le pouvoir, le statut. J'avais une cage, cracha Maya, et un père qui considérait ses filles comme du bétail à échanger contre des alliances. Il allait me marier à un homme 3 fois plus âgé que moi, un homme qui battait ses chevaux et ses anciennes épouses. J'ai préféré la pauvreté à l'esclavage. Vincent l'observa. Il vit le feu dans ses yeux, le même feu qui avait réduit Vanessa Gentry en cendres plus tôt dans la soirée. Il comprit alors que Maya n'était pas seulement une fugueuse, c'était une survivante. Et étrangement, il ressentit une attirance pour elle qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Une attirance empreinte de respect. « Et maintenant, dit Vincent, Vanessa Gentry appelle les soldats de ton père pour te traquer. Elle ne sait pas qui tu es. Elle pense juste que tu es une serveuse qu'elle veut punir. Mais dès que les soldats de Shrano te verront, dès qu'ils verront ton visage, ils me reconnaîtront, » termina Maya à sa place, « et qu'ils me ramèneront à lui, et il te tuera pour être parti, » ajouta Vincent avec brutalité. Victor ne pardonne pas la trahison, même de la part de son propre sang. Maya se tourna vers la fenêtre, regardant la ville où elle avait essayé de s'installer. « Je dois partir. Je dois disparaître à nouveau cette nuit. » « Tu n'arriveras pas à sortir de la ville, » dit Vincent. « Vanessa est probablement déjà donné ta description aux équipes de rue. Ils surveilleront les gares routières, les aéroports. Si tu t'enfuis, tu mourras. Alors, que dois-je faire? » Maya se retourna, bouillonnant de frustration. « Restez ici avec toi. Tu es un corso. Nos familles s'entretuent depuis les années 1920. Pourquoi ne me livrerais-tu pas simplement pour mettre fin à la guerre? » Vincent repoussa la table et s'approcha d'elle. Il avançait lentement, délibérément. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir le bois de santal et la pluie sur sa peau. « Parce que, dit Vincent doucement,
Je déteste ton père plus que quiconque sur cette terre. Il a tué mon frère. Maya retint son souffle. Elle se souvenait de cette histoire. C'était un chapitre sombre dans les livres d'histoire de la mafia. Et Vincent continua, baissant la voix jusqu'à murmurer. Parce que tu m'as intrigué ce soir. Tu t'es défendu. Tu as du caractère. J'aime ça. Je ne veux pas voir cette flamme s'éteindre à cause d'un boucher comme Victor. Il tendit la main. Je te propose un marché, Maya. Une alliance temporaire. Tu restes ici, dans mon penthouse, sous ma protection. Aucun soldat de Serrano ne pourra t'atteindre ici. J'ai une équipe de sécurité privée qui rivalise avec les services secrets. En échange, demanda Maya avec scepticisme, les hommes comme toi ne font pas de charité. En échange, Vincent sourit, un sourire carnassier et dangereux. Tu m'aides à le détruire. Tu connais ses opérations. Tu sais où il cache son argent. Tu connais ses faiblesses. Nous travaillons ensemble. Nous éliminons Victor Serrano. Tu obtiens ta liberté. J'obtiens ma vengeance. Maya fixa sa main. C'était un pacte avec le diable. Mais à l'extérieur de ces murs, la mort l'attendait. Elle tendit la main et prit la sienne. Sa poignée de main était chaude et ferme. « Marché conclu », dit-elle. Lorsque leurs mains se touchèrent, une étincelle électrique les traversa tous les deux. Ce n'était pas seulement un accord commercial. Il y avait autre chose, une réaction chimique alimentée par le danger et l'adrénaline. Vincent ne lâcha pas sa main immédiatement. Il la tira légèrement vers lui. « Première règle de l'alliance », murmura Vincent, les yeux baissés vers ses lèvres. « Tu n'es pas la domestique ici. Tu es mon invité. Tu seras traité avec le respect qu'une reine mérite. »« Je ne suis pas une reine, » murmura Maya. « Tu pourrais l'être, » répondit Vincent. Soudain, l'interphone mural se mit à bourdonner, brisant le moment. Vincent fronça les sourcils et appuya sur le bouton. « Qu'y a-t-il, patron ?» La voix de son chef de la sécurité grésilla. « Nous avons un problème dans le hall. C'est Vanessa Gentry. Et elle a amené des amis. » Vincent jura. « Est-ce la police? » « Non, monsieur. Ce sont 3 SUV, vitres teintées, sans plaques d'immatriculation, et un homme vient d'en sortir. Il dit qu'il recherche un voleur qui a volé un collier. » Maya pâlit. « Le collier? Elle prétend que j'ai volé son faux collier pour justifier le fait de me rechercher. Qui est cet homme? » aboya Vincent dans l'interphone. « Il dit s'appeler Luca, » répondit le garde. Maya haleta et trébucha en arrière. « Luca, mon frère. » Le visage de Vincent se durcit jusqu'à devenir un masque de pierre. Luca était connu sous le nom de chien fou. Il était imprévisible, violent et implacable. Si Luca était en bas, cela signifiait que la guerre venait de frapper à la porte de Vincent. « Ne les laissez pas monter, » ordonna Vincent. « Verrouillez les ascenseurs. »« Je descends, » dit-il en se tournant vers Maya. « Restez ici, verrouillez la porte. »« Non, » répondit Maya, sa peur se transformant en une froide détermination. Elle plongea la main dans sa botte et en sortit un petit couteau dentelé qu'elle portait pour se protéger. « C'est mon frère. Il sait comment je pense. S'il est ici, il ne s'arrêtera pas au hall d'entrée. Je viens avec vous. »« Tu n'es pas armé contre des tueurs à gages, » protesta Vincent. « Je connais cet immeuble, » mentit Maya. « Ou peut-être le prédit-elle. Il y a un ascenseur de service à l'arrière, n'est-ce pas? Luca enverra des hommes par là pendant qu'il te distraira dans le hall. Si tu descends, tu exposes tes arrières. Nous devons nous séparer. Tu gardes le hall, je garde l'arrière. » Vincent la regarda vraiment. Il vit son esprit tactique à l'œuvre. Elle avait raison. C'était exactement ce que les Serrano feraient. Très bien. Vincent se dirigea vers un panneau caché dans le mur. Il coulissa pour révéler une armurerie. Il en sortit un élégant pistolet noir 9 mm et vérifia le chargeur. Il le lança à Maya. Elle l'attrapa d'une main, vérifiant la sécurité avec une familiarité qui fit battre le cœur de Vincent plus fort. « Ne tire pas sauf si tu y es obligé, » avertit Vincent. « Je ne rate jamais ma cible, » répondit Maya. Ils se dirigèrent ensemble vers la porte, un parrain de la mafia et une fugitive unis par un ennemi commun. La serveuse de la chambre forte de l'Azur avait disparu. À sa place se trouvait une guerrière. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall, Vincent sortit pour affronter le chaos. Mais Maya se retourna et courut vers l'escalier de service. Elle connaissait Luca mieux que quiconque. Il n'allait pas se contenter d'envoyer des hommes par l'arrière. Il allait lui-même monter par l'arrière.
Il voulait la gloire de l'avoir attrapé. Maya poussa la porte de l'escalier et écouta. Des bottes lourdes résonnaient sur les marches métalliques, faisant écho vers le haut. Ils étaient 3 étages plus bas et montaient rapidement. Elle prit une profonde inspiration, saisit le pistolet que Vincent lui avait donné et attendit dans l'ombre du palier. Le drame ne concernait plus un risotto ou un faux diamant. Il s'agissait désormais de survie. Les pas s'arrêtèrent juste en dessous d'elle. La poignée de la porte tourna lentement. Maya leva son arme. La porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette se précipita à l'intérieur. Maya ne tira pas. Elle donna un coup de pied. Elle balança sa jambe en formant un arc élevé, touchant l'intrus en plein dans la poitrine, le faisant dégringoler dans les escaliers et tomber sur les hommes derrière lui. « Prévenez Luca !» hurla Maya dans la cage d'escalier, sa voix résonnant comme celle d'une banshee. « Que s'il me veut, il devra faire mieux que d'envoyer l'équipe B. » En bas, elle entendit un grognement de rage. « Elle est là! Attrapez-la! » Maya claqua la lourde porte coupe-feu et la verrouilla, coinçant un tuyau métallique dans la poignée. Elle se retourna pour courir vers le penthouse, mais elle heurta de plein fouet un torse musclé. Elle haleta, levant son arme, mais une main attrapa son poignet. C'était Vincent. Il était monté par l'autre ascenseur. « Je t'avais dit de tenir le hall, cria-t-elle. « J'ai tenu le hall, répondit Vincent, essoufflé. Il avait une coupure à la joue et les jointures ensanglantées. Luca n'était pas là. C'était un leurre. Tu avais raison, il vient te chercher. Il est dans la cage d'escalier, à l'état Maya. Je l'ai bloqué, mais ça ne tiendra pas. Alors passons au plan B, dit Vincent. Il lui saisit à nouveau la main. Quel est le plan B? Vincent ouvrit la porte du toit d'un coup de pied. La pluie tombait désormais à torrent, martelant la ville. Un hélicoptère noir élégant était posé sur l'héliport, ses rotors commençant déjà à tourner. « On s'envole !» cria Vincent par-dessus le vent alors qu'il courait vers l'hélicoptère. La porte de la cage d'escalier derrière eux explosa. Luca fit irruption sur le toit, flanqué de 2 hommes. Il avait l'air déchaîné, ses yeux scrutant la pluie jusqu'à ce qu'il se pose sur Mia. « Marangela !» rugit Luca en levant un fusil d'assaut. « Arrêtez !» Vincent poussa Maya dans l'hélicoptère et sauta à sa suite. « Allez, allez, allez !» cria-t-il au pilote. Les balles ricochèrent sur le fuselage métallique alors que l'appareil s'élevait dans les airs. Maya regarda par la fenêtre. Elle vit son frère hurler sous la pluie, devenant un petit point à mesure qu'il s'élevait dans le ciel orageux. Elle se laissa tomber contre le siège en cuir, l'adrénaline envahissant son corps. Vincent la regardait, la poitrine haletante. « Tu frappes comme un mulet », dit Vincent, un sourire se dessinant sur son visage malgré le sang sur sa joue. Maya le regarda et sourit. Un sourire vraiment dangereux. « Je t'avais dit que j'étais surqualifié. » Vincent rit d'un rire riche et profond. Il se pencha et lui prit à nouveau la main, entrelaçant leurs doigts. « Je pense, Maya Shrano, que ce sera le début d'une belle et violente amitié. » Alors que l'hélicoptère survolait l'Hudson, laissant derrière lui la ville et les débris de son ancienne vie, Maya était sûre d'une chose. Elle ne fuyait plus. Elle partait en guerre. Et pour la première fois, elle n'était pas seule. L'hélicoptère fendait la tempête comme un couteau, les turbulences secouaient la cabine avec violence. En dessous, les lumières de New York s'estompaient dans une traînée grise striée de pluie, remplacée par l'obscurité écrasante de la nature sauvage. Maya était assise, attachée à son siège en cuir, les yeux fixés sur l'horizon, même s'il n'y avait rien à voir. Ses mains tremblaient encore un peu. Storm. L'adrénaline de sa fuite sur le toit se transformant lentement en une peur froide et intense. Elle l'avait fait, et elle s'était exposée. Pendant 3 ans, elle avait été un fantôme, une inconnue servant des salades à des gens qu'elle méprisait. Maintenant, elle était à nouveau Marangela Shrano, la fille fugitive du boucher le plus impitoyable de la côte Est. Et elle était assise à côté de Vincent Corso, l'homme dont la famille était en guerre avec la sienne depuis une génération. Vincent n'avait pas parlé depuis leur décollage. Il était occupé à donner des ordres à son pilote et à son équipe au sol dans un code qu'elle ne pouvait déchiffrer. Il avait l'air fatigué. La coupure sur sa joue avait cessé de saigner, mais le sang séché ressortait nettement sur sa peau pâle. À ce moment-là, il ressemblait moins à un caïd qu'à un soldat qui avait passé trop de temps dans les tranchées. « Nous atterrissons, dit Vincent, sa voix interrompant ses pensées.
Il retira son casque. La planque est dans l'Adirondacks. Elle est hors réseau. Aucune empreinte numérique, sécurité câblée, périmètre thermique. Quelqu'un d'autre est au courant? Demanda Maya. Seulement le pilote, répondit Vincent. Et il est avec moi depuis que j'ai 19 ans. Il mourrait plutôt que de révéler les coordonnées. L'hélicoptère descendit dans une clairière entourée de pins imposants qui se balançaient violemment dans le vent. Une structure émergea de l'obscurité, non pas une cabane, mais une forteresse de béton et de verre construite à flanc d'une falaise de granit. Elle semblait imprenable. Ils atterrirent et le vrombissement du moteur s'éteignit. Le silence qui suivit était pesant. « Venez, dit Vincent en détachant sa ceinture. Nous avons du travail. » À l'intérieur, la maison sécurisée était austère mais luxueuse. Vincent tapa un code sur un clavier et les lumières s'allumèrent, révélant un sol en ardoise, un mobilier moderne et une vue panoramique sur la forêt balayée par la tempête. Il se dirigea directement vers un panneau mural et activa les volets de sécurité. De lourdes plaques d'acier glissèrent sur les fenêtres dans un bruit sourd, les scellant. Vincent expira et s'adossa contre le mur. « Nous sommes en sécurité pour l'instant. » Maya se tenait au milieu de la pièce, serrant ses bras autour d'elle. Le froid de la pluie lui avait transpercé les os. « Tu ne comprends pas, Vincent. Nulle part n'est sûr. Mon père a des gens partout, des juges, des capitaines de police, des autorités portuaires. Je sais ce qu'il a, dit Vincent en se dirigeant vers un bar. Il versa 2 verres d'un liquide ambré. Mais il n'a pas cette boisson. Il lui tendit le verre. C'était du brandy, fougueux et réconfortant. Maya prit une gorgée et toussa, mais la chaleur se répandit dans sa poitrine. « Assieds-toi, ordonna gentiment Vincent en lui montrant un canapé en cuir. « Laisse-moi voir ton bras. » Maya baissa les yeux. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait été égratignée pendant la bagarre sur le toit. Une fine ligne rouge tachait la manche de son sweat à capuche. Elle s'assit et Vincent alla chercher une trousse de premier secours. Ses gestes étaient imprécis, cliniques, mais étonnamment tendres. Il retroussa sa manche et nettoya la blessure avec un antiseptique. « Vous êtes doué pour ça, » murmura Maya en observant son visage. Hop-là, elle pouvait voir la lueur dorée dans ses yeux noisettes. « J'ai grandi dans le même monde que vous, Maya, » dit-il doucement. « Nous avons appris à recoudre les coupures avant d'apprendre à nouer les cravates. » Il appliqua un bandage et se rassit, laissant sa main reposer près de la sienne sur le canapé. L'atmosphère de la pièce changea. L'adrénaline s'estompait, laissant place à une intimité brute et intense. Ils étaient 2 ennemis piégés dans une boîte, liés par un secret. « Pourquoi ?» demanda Maya en scrutant son visage. « Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu aurais pu me livrer à Luca. Tu aurais pu mettre fin à la guerre ce soir. » Vincent but une longue gorgée de brandy. Il regarda la cheminée où vacillait une flamme de gaz. « Tu te souviens du sommet de paix de 2018? » Maya acquiesça. La tentative d'unir les familles. Elle a échoué. Elle a échoué parce que mon jeune frère Anthony a été retrouvé mort dans le coffre de sa voiture 2 heures avant la réunion, dit Vincent d'une voix dénuée d'émotion, ce qui rendait la chose encore plus terrifiante. Il avait 22 ans, hein. Il n'était pas dans le business. Il étudiait de l'architecture. Il voulait juste construire des maisons. Maya sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie. Je m'en souviens. Mon père a dit que c'était un gang rebelle. Ce n'était pas un gang rebelle. Vincent la regarda, les yeux brûlants. La balle qu'ils ont retirée de son corps était une balle à pointe creuse de calibre 45. La même balle que celle que ton frère Luca utilise. Ton père a ordonné cet assassinat pour déstabiliser ma famille afin de pouvoir s'emparer des contrats du port. Il a tué un civil, mais mon frère. Il se pencha en avant, son intensité magnétique. Je ne veux pas seulement tuer Victor Chouinot. La mort est trop facile. Je veux le démanteler. Je veux qu'il voie son empire partir en fumée avant de le laisser mourir. Et toi? Tu es la seule personne au monde à savoir où est stockée l'essence. Maya le fixa du regard. Elle vit le chagrin derrière la rage. Elle le comprit. Ils étaient tous 2 victimes de la cupidité insatiable de Victor Chouinot. « Je sais plus que l'endroit où se trouve l'essence, » murmura Maya. « J'ai l'allumette. » Vincent haussa un sourcil. « Explique. » « Mon père est paranoïaque, dit Maya, la voix plus ferme. Il ne fait pas confiance aux banques. Il ne fait pas confiance aux ordinateurs. Il tient un registre physique.
Un grand livre de tous les pots de vin, de toutes les personnes, de toutes les livraisons illégales des 30 dernières années. C'est son assurance. S'il tombe, il emporte tout le monde avec lui. Les sénateurs, les juges, tout le monde. Le livre noir, dit Vincent. Je pensais que c'était un mythe. C'est réel, confirma Maya. Je l'ai vu une fois. Il le garde dans un coffre-fort sous la cage dorée, sa boîte de nuit principale. Mais le coffre-fort est biométrique. Il nécessite un scan de la rétine et une empreinte vocale. Son empreinte vocale. Non, dit Maya, un sourire sombre effleurant ses lèvres. La mienne. Vincent se figea. La tienne, il l'a configurée quand j'avais 18 ans, avant que je m'enfuis. Il pensait que j'étais sa petite princesse loyale. Il voulait s'assurer que s'il mourait, je serais la seule à pouvoir accéder à la fortune familiale. Il ne l'a jamais modifiée parce qu'il n'a jamais cru que je le trahirais. Et il pense que je suis morte ou partie pour toujours. Il est arrogant, Vincent. Il se croit intouchable. Vincent se leva et fit les 100 pas dans la pièce. L'esprit en ébullition. Si nous pouvons entrer dans ce coffre-fort, si nous pouvons récupérer ce livre, nous ne prendrons pas seulement l'argent, dit Maya en se levant pour le rejoindre. Nous le publierons. Nous enverrons des copies au FBI, à la presse, aux familles rivales. On le mettra à nu devant le monde entier. Il finira en prison fédérale à vie, ou les autres familles le tueront pour les avoir dénoncés. Dans tous les cas, l'Empire Sono cessera d'exister. Vincent la regarda avec un mélange d'admiration et de désir. La serveuse à la langue bien pendue avait disparu. Devant lui se tenait une reine des enfers, complotant un régicide. Pour cela, dit Vincent en s'approchant, nous devons entrer dans la tanière du lion. La cage dorée est une forteresse. Luca y est tous les soirs. Je sais, dit Maya, elle ne recula pas. Ils n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. C'est pourquoi nous avons besoin d'une diversion. Une grosse diversion. J'ai une armée, dit Vincent doucement, sa main effleurant sa joue. Je peux brûler la ville pour te faire entrer. Non, Maya se pencha vers lui, le cœur battant à tout rompre. Pas une armée, un cheval de Troie. Nous avons besoin de quelqu'un de vaniteux, de stupide, quelqu'un qui puisse franchir la porte d'entrée et semer le chaos sans se rendre compte qu'il est utilisé. Les yeux de Vincent s'écarquillèrent, puis il sourit. Vanessa. Exactement. Maya acquiesça. Vanessa est rancunière. Elle pense que je suis une serveuse qui lui a volé son diamant. Si nous faisons courir une rumeur, juste un murmure selon lequel la serveuse essaie de vendre le diamant à ton père à la cage dorée. Vanessa prendra d'assaut le club. Vincent termina. Elle amènera ses avocats, ses drames, peut-être même la police. Elle fera une scène suffisamment importante pour attirer la sécurité des étages inférieurs. Et pendant que tout le monde regardera les cris, Maya murmura « Nous descendons ». Vincent fixa ses lèvres. Le plan était parfait. Il était dangereux, fou et parfait. « Tu es terrifiante », murmura Vincent. « J'ai appris des pires », répondit-elle. Il l'embrassa alors. Ce n'était pas un baiser tendre. C'était une collision entre un danger refoulé et un besoin désespéré. Maya enroula ses bras autour de son cou, enfouissant ses mains dans ses cheveux noirs. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas comme un animal de porno ou une proie. Elle se sentait puissante. Elle se sentait choisie. Quand ils se séparèrent enfin à bout de souffle, Vincent posa son front contre le sien. « Nous nous reposons cette nuit, » dit-il d'une voix rauque. « Demain, nous organiserons les funérailles de la famille Sovanrano. » Samedi soir, la rumeur lancée par Vincent se propageait comme une traînée de poudre dans les bas-fonds de la ville. La serveuse vendait le diamant Gentry au Gilded Cage ce soir-là. Le club, joyau de la couronne de Victor Serrano, était une forteresse de velours et de vis. Mais à 21 heures, les murs de la forteresse furent percés, non pas par une armée, mais par la vanité. Une décapotable rouge vif s'arrêta dans un crissement de pneus et Vanessa Gentry en sortit précipitamment, flanquée d'un policier perplexe et de 2 détectives privés. « Je sais qu'elle est là-dedans », hurla Vanessa au videur, brandissant son téléphone comme une arme. « Ce voleur vend mon héritage. Monsieur l'agent, arrêtez tout le monde. » Alors que les videurs s'efforçaient de contenir la mondaine hurlante, une limousine noire glissa discrètement vers l'entrée VIP. Maya en sortit. L'uniforme de serveuse avait disparu. À sa place, elle portait une robe émeraude dos nu et une coupe au carré blond platine qui la faisait ressembler à un morceau de glace sculpté en femme. Vincent, élégant dans son smoking,
lui prit le bras. Elle est pile à l'heure, murmura Vincent, alors que les cris de Vanessa résonnaient depuis l'entrée principale. Les agents de sécurité se dirigeaient déjà vers l'avant. Ils se glissèrent à l'intérieur, se déplaçant dans l'ombre du club comme de la fumée. Pendant que le responsable de salle tentait de calmer Vanessa sur la scène principale, Maya et Vincent atteignirent l'ascenseur de service. Il était verrouillé, mais Maya n'avait pas besoin d'un hacker. Elle tapa 0824. La date d'anniversaire de sa mère, murmura-t-elle amèrement lorsque le voyant passa au vert. Il ne change jamais rien. Le sous-sol contrastait fortement avec l'opulence de l'étage supérieur. Du béton froid et le bourdonnement de la ventilation. Ils neutralisèrent les deux gardes à l'entrée du coffre-fort avec un silence efficace et brutal. Vincent ne perdit pas de temps en parole, seulement en action. Maya s'approcha de la porte en acier. C'est à ce moment-là que le scanner balaya son iris. Identité confirmée. Alors, Marangela, vérification vocale requise. La machine vrombissait. Prononcez le mot de passe. Maya ferma les yeux, se souvenant de la prière que son père l'avait forcée à réciter lorsqu'elle était enfant. Il sangu, non tradition. Elle murmura. Le sang ne trahit jamais. Les lourds verrous s'ouvrirent dans un bruit sourd. L'ironie avait un goût de cendre. À l'intérieur, au milieu des piles d'argent, se trouvait le registre relié en cuir, le livre noir. Maya s'en empara, son poids alourdissant ses mains. « Je l'ai !» dit-elle en se retournant pour partir. « Vous partez déjà ?» La voix les paralysa. Les portes de l'ascenseur derrière eux étaient ouvertes. Victor Shrano se tenait là, l'air d'un Cade, flanqué d'un Luca à l'air maniaque, armé d'un fusil. « Ma petite Marangela. » Victor sourit, bien que ses yeux fussent morts. De retour d'entre les morts et amenant un corso dans mon sous-sol, comme c'est poétique, Vincent se plaça devant Maya pour la protéger. « C'est fini, Victor. Vraiment? » Victor ricana en enjambant ses gardes inconscients. « Vous êtes dans une boîte en acier sans issue. J'ai 50 hommes à l'étage, et vous tenez un livre que vous ne pourrez jamais lire. »« Je n'ai pas besoin de le lire, » dit Maya, et sortant de derrière Vincent. Elle serrait le livre contre elle, sa peur remplacée par une froide et brûlante détermination. « Et le scanner, il n'a pas seulement ouvert la porte, papa, il a envoyé un signal. » Le sourire de Victor vacilla. « Tu bluffes. »« Vérifie ton téléphone, » dit Vincent d'une voix dangereusement calme. Victor hésita puis sortit son téléphone de sa poche. L'écran affichait une vidéo en direct de la chambre forte. Au moment où la porte s'est ouverte, une caméra dans mon revers a commencé à diffuser, expliqua Vincent. Mon équipe a déjà capturé les 10 premières pages. Les juges, les contrats, les paiements, elles sont en cours de téléchargement vers la ligne sécurisée du FBI et le New York Times. Le visage de Victor pâlit, le fusil dans sa main trembla. « Tu peux nous tuer, » dit Maya d'une voix calme, « mais le téléchargement est terminé à 100%. Vous êtes finis. »« Non, » rugit Luca en levant le fusil. « Je vais les tuer tous les deux. »« Luca, ne fais pas ça !» cria Victor, réalisant que le piège s'était refermé. Mais Luca était trop instable. Il appuya sur la gâchette. Le bruit fut assourdissant dans cet espace clos. Vincent plaqua Mir au sol en béton, tandis que Buckshot creusait un cratère dans le mur. Roulé instantanément, Vincent a tiré un seul coup précis. Luca a tourné sur lui-même, serrant son épaule et a laissé tomber l'arme, hurlant de douleur. Victor a regardé son fils tomber, puis sa fille. Le son des sirènes a commencé à se faire entendre à travers le plafond. Ce n'était pas la police que Vanessa avait amenée, mais le bruit lourd et rythmé d'une descente fédérale. « Tu as détruit la famille, » a murmuré Victor, regardant Maya avec une haine pure. « Tu n'es pas ma fille. » Maya se leva, lissant sa robe. Elle regarda l'homme qui l'avait terrifiée toute sa vie et ne ressentit rien d'autre que du soulagement. « Tu as raison, » dit-elle en jetant le registre à ses pieds. « Je ne suis pas ta fille. Je suis la femme qui t'a battu. FBI, lâchez vos armes. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau, révélant un mur de Kevlar et de fusils d'assaut. Vincent leva lentement la main, un sourire satisfait sur le visage, tandis que les agents envahissaient la pièce et menottaient le vainqueur déchu. Alors que le sous-sol se vidait et que le chaos faisait place à la bureaucratie d'une arrestation, un agent s'approcha de Vincent. « Monsieur Corso, nous avons besoin d'une déclaration. »« Mes avocats vous contacteront, » répondit Vincent d'un ton suave. Il se tourna vers Mia. L'adrénaline s'estompait, les laissant seuls dans le calme qui suivait.
Maya prit une profonde inspiration. L'air sentait la poussière, la poudre à canon et la liberté. Techniquement, je suis au chômage, plaisanta-t-elle faiblement, les mains enfin tremblantes. Je ne pense pas pouvoir retourner servir des tables. Vincent sourit, le premier sourire sincère et insouciant qu'elle lui ait vu. Il la serra contre lui et l'embrassa sur le front. Tant mieux. Parce que j'ai un nouveau poste en tête. J'ai besoin d'un partenaire. Quelqu'un qui s'y connaît en vin, parle 3 langues et peut renverser un empire un samedi soir. Maya enroula ses bras autour de lui, enfouissant son visage dans sa poitrine. Les avantages ont intérêt à être intéressants. Un contrat à vie, promit Vincent, en lui relevant le menton pour l'embrasser correctement. Et je te promets que plus personne ne te fera jamais passer pour une idiote. Et c'est ainsi qu'une simple commande au restaurant a fait tomber la plus grande famille criminelle de New York. Maya a prouvé qu'il ne faut jamais sous-estimer la personne qui vous sert votre verre d'eau, car elle pourrait bien être celle qui détient la clé de votre destruction. Si vous avez aimé cette histoire mêlant karma, rebondissement et romance, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton «J'aime». Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Qu'avez-vous pensé de la vengeance de Maya? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.